Je m'appelle Groot à tous, ici Gwen et aujourd'hui nous allons parler de mes flops films 2025, voilà des films que j'ai le plus détesté dans l'année. Évidemment, je le redis à chaque fois, mais c'est un top personnel, ça n'a rien à voir par rapport à la qualité propre des films, même si évidemment on va en reparler. À vrai dire, dans ce flop, je pense qu'il n'y a que un film que beaucoup de gens ont aimé, que moi j'ai détesté, voilà le 10e. Les autres films, je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi, mais on va en reparler. Mais bref, voilà, c'est mon avis. C'est les films que j'ai moins bien aimés dans l'année. Vous pouvez bien évidemment les avoir aimés. Nous pouvons bien évidemment en débattre en commentaire, dans le respect toujours. Et donc nous pouvons commencer avec le 10e, Sirat. Afak, a una. Aquí solo hay polvo. Je sais que beaucoup de gens ont adoré ce film, mais personnellement, je l'ai détesté. Genre, je comprends le principe du film, mais pour moi, il se loupe complètement. Et c'est pas comme il y a 1 ou 2 ans qui était sorti La Zone d'intérêt, où c'était un excellent film que je recommande à tout le monde, mais juste qui était pas fait pour moi, voilà, devant lesquels j'étais endormi devant et devant lesquels j'avais failli me réendormir en allant le revoir. La Zone d'intérêt, c'était un film qui était pas fait pour moi, mais dont je reconnais l'excellence. Sirat, je trouve que c'est un film très moyen. Voilà, alors personnellement je l'ai détesté, et c'est pour ça que je l'ai mis dans ses flops. Après je l'ai mis en 10e parce que, clairement par rapport aux autres films dont on va parler, il y a une intention de faire quelque chose qui pour moi est totalement raté, mais il y a une intention de faire quelque chose. Pour moi le principal problème du film, c'est que je me suis énormément ennuyé devant. Mais je pense que ça a été la séance devant laquelle je me suis le plus ennuyé. Et on va peut-être me dire que c'est parce que c'est le but en fait, parce que comme ça, lors des fameuses scènes qui arrivent dans le film, tu vas être surpris et tout, ce qui a plutôt marché pour le coup sur moi quand les fameuses scènes du film sont arrivées. Bah, j'étais très surprise, vraiment, voilà. Mais pourquoi on s'ennuyait avant? Pourquoi on pouvait pas juste s'attacher au personnage? Comme ça, lorsque ces scènes arrivent, il y a plus d'intérêt que juste la surprise. Enfin, tout bêtement, l'un des trucs du film, c'est le genre de film où, au générique, t'as tous les noms qui apparaissent pendant 3 minutes chacun. Peut-être pas. Le générique dure peut-être 5 minutes où du coup, tu vas voir les noms et juste tu vas voir des gens installer un concert, enfin un festival, du coup, je pense que c'est. Mais voilà, installer des basses et tout. Et pourquoi? Genre, qu'est-ce que ça apporte narrativement de les voir installer, de voir les gens célébrer la fête et tout ça? Ça peut être quelque chose d'intéressant, je veux dire, et pour justement apporter après le message du film. Évidemment, c'est intéressant, mais les voir installés, pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Je comprends pas, voilà, et tout bêtement, une autre scène, moi, qui m'a marqué dans le film, c'est un moment, tu vois, ils vont avoir un chien, et ils vont perdre le chien. Ils vont pas savoir où il est, ils vont le chercher, et au bout d'un moment, il va se rendre compte que le chien est défoncé, en fait, parce qu'il a mangé une crotte d'un des mecs qui avait fumé énormément de bœufs, je sais pas c'était quoi, mais bref, qui avait fumé énormément, et donc le chien était défoncé et était KO sur le côté. À quoi cette scène a servi? Alors on peut se dire que c'est pour s'attacher à l'enfant, voilà, qui est inquiété d'avoir perdu son chien, et ok. Mais à quoi ça sert que le chien soit perdu parce qu'il a mangé une merde de bœuf? À quoi ça sert? Pourquoi? Et donc, quand t'as les fameuses scènes qui arrivent, oui, j'étais extrêmement surprise, j'étais choqué, mais bah, je m'en foutais. À part la surprise et l'étonnement, je m'en foutais de ce qui se passait pour nos personnages. Et le message est intéressant. Encore une fois, je prends le parallèle avec La Zone d'intérêt parce que c'est un peu la même idée, entre guillemets, même si c'est totalement différent, c'est des époques différentes et tout ça, que c'est pas exactement pareil. Mais dans l'idée de comment va se passer le film, c'est le même principe. La Zone d'intérêt, je comprenais. J'aimais pas, mais je comprenais. Sirat, pourquoi? Genre, vraiment, c'est ok, t'as des scènes qui sont choquantes, mais bah, je m'en fous des personnages, donc bah, peu importe ce qui leur arrive en fait. Ok, je vais peut-être être surprise par les scènes parce que c'est bien fait, et c'est tout. Genre, je m'en fiche. À noter aussi que un moment, t'as un acteur, voilà, qui va réagir à justement l'une de ces scènes, et je l'ai trouvé assez ridicule. Et c'est peut-être juste personnel, hein, ça, c'est voilà, mais j'ai pas du tout cru à son jeu, j'ai trouvé ça plus ridicule qu'autre chose, ce qui est vraiment dommage parce que bah, c'est pas du tout le principe de la scène en fait. Le principe de la scène, c'est justement de t'émouvoir, et ça marche pas. C'est pour ça que j'étais obligé de mettre ce film dans ses flops, c'est parce que c'est pas le pire film de l'année, clairement pas. Si je faisais un classement objectif, il serait pas dans les flops. Mais c'est le film que j'ai le moins apprécié, et que voilà, je comprends pas tout cet engouement, je comprends pas pourquoi tout le monde le trouve si excellent alors que
je trouve extrêmement moyen, quoi. Passons au 9ème, Lilo et Stitch. Shooting star! I wish for a friend. Like a best friend. What the hell? Bah, c'est un remake Disney. C'est un remake Disney. C'est voilà, pour celles qui ne suivraient pas la chaîne, la toute première vidéo de la chaîne, je parle du remake de Blanche-Neige. Voilà, que je trouve intéressant. Le film est vraiment pas dingue, mais je le trouve intéressant parce que au moins dans ce remake, ils ont essayé de faire de nouvelles choses qui marchent pas, mais ils ont essayé de faire de nouveaux trucs. Et je me souviens, à la fin de la vidéo, je me disais peut-être que l'échec de Blanche-Neige nous permettra de plus avoir de remake Disney en fait, tout simplement, ou que Lilo et Stitch cartonnera et que du coup on aura toujours des remakes Disney mais sans aucune ambition. Et bah c'est ce qui s'est passé, je crois. Lilo et Stitch a fait 1 milliard, ce qui est immense, alors que bah c'est nul quoi, c'est vraiment l'histoire originale mais sans couleur, avec des personnages live action et du coup voilà, sans une substance. Je suis pas une grande fan de Lilo et Stitch de base, mais t'avais ce côté hawaïen, je sais pas si ça se dit, mais genre t'avais tout ce truc de couleurs qui était vraiment l'un des trucs moi que j'aime dans Lilo et Stitch, c'est toutes ces couleurs. Voilà, c'est Hawaï, c'est beau, c'est magnifique, ça explose de partout. Et là, bah, alors certes, c'est toujours Hawaï, c'est beau et encore, je me souviens même pas s'il y a de beaux plans dans le film, genre juste des plans paysages. Juste des beaux plans paysages qui est quelque chose d'assez simple à faire. On va revenir dans les flops et tout ça, mais genre t'as même des films nuls à chier qui au moins ont des plans paysages beaux. Voilà, alors ça pourrait être des plans paysages pour une agence de tourisme, mais genre au moins le minimum. Et là je crois même pas que dans le film il y en a. Je crois même pas, c'est juste que genre la photographie c'est laid, c'est un film Disney Channel en fait. C'est vraiment un film Disney Channel, c'est l'éclairage classique et c'est moche. Le seul truc, les deux seuls trucs, ça serait les effets spéciaux qui sont pas trop mal. C'est-à-dire que voilà, l'intégration passe bien et tout, mais je trouve les designs moches. Enfin, je veux dire, c'est des designs qui sont faits pour les cartoons. Donc forcément, tu le mets en live action, bah ça paraît laid quoi. Et c'est tout le problème de tous les Disney, tous les remakes Disney, notamment ceux avec des pas humains, des personnes pas humains, le roi lion ou le livre de la jungle ou là du coup des extraterrestres, c'est que bah ça marche pas en fait, ça marche pas. Alors le roi lion, ils avaient adapté en créant entre guillemets des vrais lions, ce qui est encore plus dégueulasse, mais c'est moche, c'est moche. Et sinon l'autre point positif c'est l'actrice de Lilo qui joue bien, voilà, elle joue bien, elle est attachante et c'est les seules choses, les effets spéciaux, les designs des personnages marchent pas du tout, mais l'intégration de ces personnages dans le décor et tout ça marche bien. Et l'actrice de Lilo. Et sinon le film, bah ouais, c'est le même film que l'original, mais c'est une photocopie d'une photocopie d'une photocopie de l'original. Il n'y a aucun intérêt, c'est moche. Donc regardez l'original. Surtout que, encore une fois, j'aime pas forcément Lilo et Stitch de base. Enfin, je l'apprécie, mais c'est pas un film que j'adore. Donc même l'histoire de base, je m'en fous. Donc aucun intérêt pour ce film et passons au suivant. 8ème, Five Nights at Freddy's 2. I think my sister is here. Je vais vous lire ma critique Letterboxd. Je mets 0,5 étoiles de plus que le premier, car au moins celui-là, j'ai sursauté. Entre parenthèses, ça reste nul. Voilà, globalement, je pourrais arrêter mon avis là, mais c'est nul, c'est complètement débile, ça n'a aucun sens, ça fait à peine peur. Alors, contrairement au premier, voilà, le premier qui est sorti il y a 2-3 ans, il me semble, que voilà, j'avais vu, que j'avais détesté, parce que notamment, j'avais pas eu peur, et c'est pas pour un truc de vas-y, moi j'ai pas peur et tout ça, je suis une flippette. Vraiment, rien me fait peur, je peux sursauter devant le film, un film pour enfants, enfin, genre, vraiment, j'ai peur extrêmement facilement. Donc si un film ne me fait pas peur, je pense qu'il fait peur à personne. Five Nights at Freddy's, premier du nom, m'avait pas du tout fait peur. Pas du tout. Au moins là, j'ai eu peur. Alors, c'est parce qu'il y a 2-3 jumpscares à la con, hein, c'est vraiment la base du film d'horreur. D'un coup, paf, il y a une créature qui apparaît sur l'écran. Il y a quand même une scène où j'avais peur, entre guillemets, mais
par rapport à la tension de la scène, ça a duré 5 secondes peut-être, surtout que cette scène qui est plutôt intéressante est entrecoupée avec une autre scène qui est totalement ridicule, qui veut te faire peur mais qui est totalement ridicule, qui marche pas du tout. Mais au moins j'étais un peu tendu pendant peut-être une dizaine de secondes au total. C'est l'avantage par rapport au premier film. Mais sinon le reste c'est complètement con. Déjà le principe de l'histoire, t'as cette idée de scénario génial qui est conseillée à tous les bons scénaristes, c'est d'introduire quelque chose qui existe, que tout le monde connaît dans l'univers, mais dont on parlait pas du tout dans le premier film. C'est une très bonne idée ça scénaristiquement, mais du coup on va apprendre que l'endroit où travaillait, je sais même plus comment il s'appelle, Josh Hutcherson, je vais l'appeler Pita par rapport à Hunger Games parce que je me souviens pas de son prénom. Pita, voilà le Five Nights at Freddy's qui gardait, mais en fait c'était pas le premier, il y en avait un autre. Alors déjà tout le monde le connaît pas alors que, on va le voir, mais il s'est passé un drame dedans et tu te dis comment tout le monde peut ignorer ça. Je veux dire, normalement quand il se passe un truc comme ça dans une ville, t'en entends parler pendant 50 ans, mais là non, apparemment personne le sait. Mais du coup l'histoire c'est que tu vas avoir un enfant qui va suivre, du coup, vous savez, là, le méchant du premier film, là, le lapin jaune, qui va suivre ce lapin jaune, kidnapper un autre enfant, qui va libérer cet enfant, sauf que le lapin jaune va la poursuivre et va lui planter 3 ou 4 couteaux dans le dos. Et donc, t'as cette gamine qui sort des loges, qui arrive sur scène, qui hurle, qui tombe au sol, on voit les 3-4 couteaux dans le dos, et c'est un accident. C'est ce que tout le monde s'est dit, c'est un accident. Oui, bien sûr, une gamine qui s'est fait planter 3 ou 4 fois, ça doit être un accident, bien sûr, bien sûr. Genius, je veux dire, même si les gens sur place sont trop cons pour se dire ah oui, non, ça doit être un accident, ça doit être un problème mécanique et tout, t'as des policiers, normalement, qui sont venus enquêter et qui ont vu que t'avais des couteaux qui avaient été plantés dans cet enfant. Non, je sais pas, y a pas de médecin légiste qui est passé dessus. Mais surtout, du coup, cet enfant, son esprit va rester enfermé dans cet endroit. Il ne peut pas sortir. Et c'est tout le plot du film, c'est que cet esprit, du coup, va vouloir sortir de cet endroit. Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Et du coup, comment il va sortir? Et ben, il va réussir à hanter une machine qui est dans l'autre Five Nights at Freddy's, là, le deuxième qui a été fait, mais du coup, celui qu'on a vu dans le premier, qui va communiquer, du coup, avec la sœur de Pita pour qu'elle vienne, pour qu'elle puisse la libérer. Et du coup, si elle peut communiquer avec elle en dehors, son esprit peut sortir. Du coup, si son esprit peut sortir, elle n'a pas besoin de demander à quelqu'un pour venir la faire sortir. C'est le truc, genre, complètement con de comment tu peux être scénariste et ne pas te rendre compte de ça. Je veux dire, toutes les bases du film n'ont aucun sens. Puis c'est pareil avec tous les personnages. Le personnage du coup de Josh Hutcherson, que j'appelle Pita, c'est un personnage qui est plutôt gentil, sauf à un ou deux moments où ça va être un vrai connard parce que le scénario a besoin que ça soit un connard. Et c'est vraiment la seule raison pour laquelle c'est un connard. C'est le scénario en a besoin, donc il va être méchant là à ce moment-là. D'accord, et après il redevient gentil, pas de problème et tout, il est adorable. Mais non, faut que ça soit un connard, donc c'est un connard. Très bien écrit votre truc les gars. Pareil, à un moment t'as du coup une référence au jeu, sachant que moi je n'ai pas du tout joué au jeu. Comme je l'ai dit, je suis une flippette et je pense qu'un jeu comme Five Nights at Freddy's, je me chie dessus. Toutes les 3 secondes j'arrête le jeu au bout de 5 minutes. Mais du coup, t'as ce truc du coup qu'il y a dans le jeu où t'as un masque que tu peux mettre pour que les animatronics te reconnaissent et donc te laissent tranquille. Et dans un jeu vidéo, c'est un moyen de gameplay, c'est-à-dire que c'est simple, c'est tu joues et tu dois faire attention à ce que les animatronics ne viennent pas pour pouvoir sortir ton masque à temps pour qu'ils te reconnaissent et pour pas qu'ils te tuent. Je veux dire, ça en jeu vidéo ça marche. Sauf que dans un film où du coup t'es censé avoir un minimum de logique, le fait que le personnage laisse son masque, le pose, le reprenne, le pose et tout ça, et que notamment à un moment il voit un animatronics foncer vers lui, et qu'il décide de faire quelques trucs entre temps, et juste au dernier moment il prend son masque et il le met devant lui, c'est con, tu te dis, juste prends le masque, mets-le devant toi et fais tes trucs en attendant, du coup, c'est plus simple. Puis surtout les animatronics qui font un max de bruit, à chaque pas c'est des... Mais par contre quand ils te poursuivent, là au dernier moment ils apparaissent devant toi comme par magie. Genre, c'est tellement con, mais voilà, et il n'y a même pas de plaisir, je veux dire, on va en reparler dans les flops, mais t'as des films qui sont complètement cons, mais il y a un plaisir ou quoi que ce soit, là c'est juste complètement con. Le seul truc, la musique, voilà, la musique du jeu, qui va du coup passer à certains moments,
qui est cool. Sinon, les restes de musique du film, je m'en souviens pas du tout. Mais la musique du jeu est plutôt bien. Enfin, c'est peut-être remixé ou quoi que ce soit, mais elle marche bien. Cette musique, elle fait peur, voilà. Parce que c'est pris du jeu. Et bref, globalement, c'est tellement con. Et voilà, c'est nul. Ça fait un minima peur. Et encore, c'est parce que, encore une fois, je suis une flippette. Donc, c'est totalement possible que vous n'ayez pas peur de voir ce film. Mais putain, genre, comment tu peux être scénariste et sortir ça? Je veux dire, même en écrivant ton scénario sans le relire, comment tu peux sortir ça? Et déjà, comment tu peux ne pas relire ton scénario? Mais genre, c'est tellement con. 7ème, le Super Grand Prix. Je ne peux pas piloter dans cet état. Mais moi, je peux. Non, non, il n'en est pas question. Ok, tu fais exactement ce que je te dis de faire. Êtes-vous prêts pour le Super Grand Prix? Ça fait partie des films que ma sœur veut voir. Et donc que je vais voir avec elle. Bah c'est nul. C'est vraiment le film pour enfants mais de bas étage. Qui est vraiment hyper simple. Je me souviens à peine du film, mais t'as ce truc classique où tu vas croiser un de nos personnages qui est pas très sympathique parce que il est pas sympa. Et en fait on va découvrir que c'est parce qu'il a une enfance compliquée et que du coup il a été triste et c'est pour ça qu'il s'est refermé sur lui-même. Et que en vrai, en s'aimant les uns les autres, et bah on vainc la méchanceté. Oui, youpi. C'est un message avec lequel je peux être plutôt d'accord, mais c'est tellement niais quoi. Genre c'est un film pour enfants et ça cherche pas à avoir un propos plus intéressant derrière à développer. Non, c'est juste tellement con. Et on pourra me dire que non, mais c'est pour enfants, on s'en fiche. Mais non, genre tu peux faire des films pour enfants qui sont bons. Je veux dire même, je vais aller voir mes tops, mais dedans je parle de K-pop Demon Hunter où clairement, c'est pareil, le message est assez niais et tout ça. Mais au moins, ils ont essayé de faire des actions cool. Au moins, ils ont essayé d'avoir de la créativité visuelle. Au moins, ils ont essayé des choses. Là, c'est tellement bateau. Et en fait, on dirait presque une série pour enfants. C'est-à-dire que vraiment, je crois que tu vas avoir 3 ou 4 courses. Clairement, ça aurait pu passer dans une série où... Ah, t'as le premier épisode, ce personnage qui rêve de course et qui est chez elle. Deuxième, elle va essayer de réaliser son rêve. Le 3e épisode, c'est la première course. Le 4e, la deuxième. Et... Bref, t'as vraiment l'impression que c'est une série qu'ils ont essayé de coller ensemble pour en faire un film. Et ouais, c'est tellement basique, c'est tellement bateau. L'animation est pas trop moche. Je veux dire, elle passe bien après. C'est assez plat, voilà, t'as pas de décor particulièrement intéressant. C'est... Voilà, t'as certains plans paysages, je crois qu'ils sont... pas trop mal. C'est plutôt beau, entre guillemets, mais c'est vraiment le genre de film que je déteste car c'est vraiment un truc pour enfants qui n'essaye pas d'apporter quelque chose, qui est juste, bah les enfants de toute façon ce sont que des gros demeurés qui regardent n'importe quoi, donc on va leur proposer n'importe quoi. Alors que non, non, tu peux proposer des choses intéressantes et ça me saoule ce genre de film. Et surtout que, comment dire, je suis pas une très grande fan de VF. Voilà, la VF me saoule de plus en plus, notamment certaines voix. Celle de Emmanuel Giacomi, celle de Dorothée Pousseau et celle de Donald Renew. J'en ai un peu marre de ces voix, j'ai l'impression de les entendre partout et ça me saoule. Donc là t'as la voix de Donald Renew et ça m'a saoulé tout le long du film. Ça j'ai conscience que c'est juste un reproche personnel car il joue pas mal Donald Renew mais c'est juste que j'en ai marre de sa voix et voilà c'est tout. Mais bref, globalement c'est un film débile pour enfants et ça m'énerve. 6ème, Chien 51. J'ai confiance en vous. Je connais votre histoire. C'est quoi ce bordel? On connaît votre histoire, il vous fait confiance. Mais vous êtes qui, putain? Oh! Faut savoir que je suis pas une très grande fan de Cédric Jiménez. J'avais pas vu Bac Nord et j'ai pas envie de le voir parce que voilà, tous les retours qu'il y en a, ouah, ça donne pas très envie. J'avais vu Novembre, j'avais pas aimé. Je sais pas si je l'avais mis dans mes flops de son année de sortie, mais je crois que c'était pas loin. Mais bref, globalement, ouais, j'avais vraiment pas aimé Novembre. Et là, ce film, et mon dieu que c'est nul. C'est clairement un mec de droite qui essaie de faire un film de gauche. Tu sens qu'on lui a trop reproché que... Oui, non, il banalise l'extrême droite et tout ça, et qu'il est en mode... Mais non, 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 pas du tout. Regardez, je vais faire un film de gauche. Et voilà, je vais vous montrer que le gouvernement, c'est pas bien. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que... Non, mais c'est pas de la faute du gouvernement, c'est juste que, ah là là, c'est malheureux, et que le gouvernement, eux, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour régler le problème qu'il y a, et... Mais putain, mais genre, comment tu peux
casser ton propos à ce point. Au-delà du propos qui est complètement con, le film est extrêmement ennuyant. C'est vraiment les films de SF où tu vas avoir à un ou deux moments quelques trucs de SF où tu vas avoir, je sais pas, un portique de sécurité qui fait un peu futuriste. Tu vas avoir un moment, ils vont aller, comment dire, aux prostituées. Et tu vas avoir des trucs un peu des hologrammes, etc. Tu vas avoir quelques façades d'immeubles avec une pub. Enfin, c'est vraiment genre la SF de base. Genre, c'est vraiment la SF de film français, en fait, de... Regardez, on fait un film de SF, mais en fait, on s'en fout de la SF, on va se concentrer plutôt sur les problèmes inintéressants d'un flic de troisième zone, parce que du coup, c'est l'histoire du film, c'est que t'as plusieurs zones. Du coup, t'as la première zone, celle des riches et tout ça, la deuxième zone, celle de la classe moyenne, entre guillemets, et la troisième zone de Paris, qui est la zone, voilà, des plus démunis, qui veut, je pense, faire un parallèle avec les quartiers et tout ça. Et du coup, tu vas avoir ce policier qui fait partie de la troisième zone et qui connaît les problèmes qu'il y a dans cette troisième zone, mais qui en même temps est empathique, qui essaye d'aider ces gens parce qu'il les comprend et qui vit avec eux, et qui va rencontrer du coup cette policière de la deuxième zone, je crois, ou de la première zone, non, je crois que c'est deuxième, je sais plus, mais bref, qu'il faut faire avec leurs différents, et genre c'est tellement bateau, et c'est tellement mal écrit, je veux dire, tu vas avoir une romance entre les deux, et c'est le genre de romance où, lors de la première fois qu'ils s'embrassent, t'es en mode, ah, il y a une romance, ah d'accord, ah bah, ça aurait été bien de nous l'introduire un peu plus tôt quand même. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est vraiment mal écrit ou si parce que c'est vraiment mal fait. Genre ça sort de nulle part. Et encore une fois, un film français qui te fait sortir une fille de 30 ans avec un mec de 50 ans. Voilà, après cette fois-ci ça va, c'est 30-50. Je veux dire, dans d'autres films c'est 50-20. Après ça, encore une fois, c'est strictement personnel, mais j'ai énormément de mal avec les différences d'âge. Pour moi, c'est vraiment de la banalisation de relations toxiques. Genre là, c'est tellement, mais... genre ça sort de nulle part en plus, et c'est... pourquoi, et tu t'en fous des personnages, ça n'a aucun sens. Et encore une fois, le message, quoi, je trouve que c'est au-delà du fait que je ne sois pas en accord et tout ça politiquement avec le message, ce qui peut être quelque chose d'entendable, mais je trouve que c'est extrêmement irresponsable en fait de faire un film où ah mais non, mais en fait le gouvernement ils font du mieux qu'ils peuvent et c'est pas les méchants, et c'est pas, quand tu vois voilà toute la merde que nous a fait le gouvernement de Macron ces 10 dernières années, t'es en mode... bah, genre c'est tellement irresponsable de faire des choses comme ça, c'est tellement la solution simple pour à la fois essayer de convaincre le public avec qui, voilà, qui t'aime pas trop, c'est-à-dire le public plus de gauche, et en même temps essayer de ne pas perdre ton public à qui tu plais habituellement, du coup ton public plus de droite. Genre c'est... mais tellement con, et c'est globalement un film, au-delà de que je trouve nul, je trouve totalement irresponsable, et ne pas porter un propos à ce point, c'est, je trouve ça absolument honteux en fait. Cinquième, va des rétros. Pour entrer dans l'âge adulte, un vampire doit mordre. Sinon, une malédiction s'abattra sur sa famille. S'il ne mord pas rapidement, immortel. Nous sommes fuckés! Alors, vous n'avez probablement pas entendu parler de ce film, car moi non plus. Faut savoir que ça fait partie des films que je vais voir aléatoirement. Voilà, j'aime bien quand, voilà, j'ai, je sais pas, genre 2 heures à rien faire et tout, aller au cinéma et à voir les films que je peux voir dans ce laps de temps, et aller les voir sans lire le synopsis ou comme ça, à vraiment découvrir le film. Et je sais pas, je m'étais dit va des rétros, ça doit être un film italien ou quelque chose. Et non, c'est un film français. Mais un film français humoristique, mais faut trouver l'humour, quoi, faut vraiment bien chercher. C'est-à-dire que je fais des tournages, j'ai déjà fait des courts-métrages où le principe c'est t'as 3 jours pour écrire, tourner, monter ton film, et où souvent tu fais de la comédie, et c'est vraiment souvent des comédies pas très marrantes, des comédies voilà avec pas forcément de créativité, voilà, avec des blagues assez simples, pas très réfléchies, pas très bien jouées, et ben je pense que même ces petits films de même pas 5 minutes que j'ai fait sont plus intéressants artistiquement et humoristiquement que va des rétros. Comment ça peut exister? C'est-à-dire que c'est vraiment les gags les plus simples du monde, les plus mal joués du monde, avec zéro mise en scène. Comment ça peut exister? On dirait un sketch YouTube pas terrible de 1h30, enfin, genre c'est tellement ridicule, et tu sens que le film, quand même,
se prend pas trop au sérieux, qu'il sait lui-même qu'il a un côté un peu absurde et tout, mais bah juste c'est pas drôle. Il y a quelques moments où tu vas rigoler en mode mais c'est quoi ce truc, putain, genre what the fuck, mais c'est tout quoi. Et pourtant t'as quand même des gros noms entre guillemets. T'as Ariel Dombal, bon, qui est quelqu'un que j'apprécie pas, mais qui est quelqu'un de connu. T'as, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, voilà, je mets son nom, voilà, qui est quand même quelqu'un de plutôt connu, alors plus à la télé, mais voilà, quelqu'un quand même de connu. Pascal Légitimus, même s'il n'est pas au sommet de sa carrière aujourd'hui, c'est pas quelqu'un d'inconnu. T'as quand même eu un minimum d'investissement dans ce film. Et genre, comment c'est possible? Je comprends vraiment pas de comment t'as ça. Alors, si je dois reconnaître une qualité au film, c'est que contrairement à Chien 51 qui a un gros budget, qui a un film de SF et tout ça, et qui propose rien d'intéressant, ce film-là, même si ça fait très kitsch, même si c'est assez ridicule, au moins ce film-là, ils ont essayé de faire des choses intéressantes. Tu vas avoir notamment un institut où en fait le but c'est de rajeunir les personnes avec un certain sang, et qui du coup va être clé parce que en fait c'est un film de vampire, je l'ai pas dit mais c'est un film de vampire et que c'est pour ça qu'ils vont s'intéresser à cet institut. Et du coup tu vas quand même avoir des choses un peu intéressantes, notamment à certains moments des maquillages pour faire des vieillissements sur certaines personnes. Tu vas avoir dans un sous-sol genre des cuves de... je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, pour congeler les personnes qui sont sur le point de mourir et pour, une fois qu'on aura trouvé le remède à l'immortalité, les sauver. T'as cette cuve qui est assez intéressante. Tu vas avoir aussi, notamment à un moment, Pascal Légitimus va vivre dans la forêt et tout ça, et il va adorer les fleurs, il va y avoir plusieurs fleurs autour de lui, qui va créer quelque chose d'assez intéressant. Au moins, ce film a essayé de faire certaines choses. Je peux pas lui reprocher ça. Ça marche pas forcément. T'as des choses qui sont vraiment moches, notamment des nuits américaines qui sont... Mais mon dieu, les nuits américaines, c'est le nom qu'on donne aux nuits en fait qui ont été tournées de jour, car tourner la nuit c'est extrêmement compliqué parce que la nuit forcément les caméras ont énormément de mal à capter la lumière, donc à voir ce qui va se passer. Donc ça demande un travail énorme de lumière pour que à la fois on voit les personnages etc. et que en même temps ça fasse pas trop suréclairé et pas trop faux. Voilà, ça demande un travail immense. Et donc souvent quand t'as pas forcément le temps ou pas forcément le budget, c'est tu vas tourner la nuit de jour et où du coup après au montage avec l'étalonnage on va essayer de faire un rendu de nuit et c'est très souvent mal fait, c'est très souvent laid. Là ça ne déroge pas à la règle, c'est vraiment très moche et ça marche pas. Alors t'as tout de même un message intéressant parce que du coup l'histoire du film c'est que t'as une dynastie de vampires entre guillemets et que leur enfant a du mal à trouver une personne avec qui faire la chose, qui est imagée par le fait de la mordre, parce que souvent l'imagerie des vampires, il doit mordre entre guillemets sa première femme et tout ça, et du coup tu vas avoir quelque chose d'assez intéressant parce que du coup il veut trouver l'amour et ses parents veulent qu'il trouve une personne riche, une personne de famille et tout ça, et au final il va trouver l'amour autrement avec une personne pas forcément riche et une personne spéciale et voilà, c'est un bon message, c'est très classique, hein. C'est pas forcément bien écrit. Mais écoutez, c'est là, l'alchimie entre les deux actrices marche plutôt bien. Voilà, c'est pas non plus l'histoire d'amour du siècle, mais ça marche plutôt bien. Mais le message est ok. Mais pour ce qui est du reste du film, c'est vraiment bas de plafond. Je comprends pas comment ça peut exister en fait. Je comprends pas ce que ce film voulait, je comprends pas. C'est vraiment pas très drôle. T'as peut-être un ou deux gags drôles à certains moments, mais c'est tout. C'est pas intéressant. Et donc passons au quatrième. War of the World. Get away from that! Get out of there! Et écoutez, j'étais plutôt surprise pour ce film. Parce que du coup, j'avais entendu parler de partout de ce film, que c'était le pire film de l'année, que c'était une daube absolue. Et donc, je l'avais pas vu, je l'ai vu en fin d'année pour remplir mes flops, et c'est pas si nul. Alors, c'est mauvais, attention, hein, c'est dans mes flops, hein, je le rappelle. Il est quatrième de mes flops, ça reste très nul, mais bah, je m'attendais à pire. Je m'attendais à bien pire que ça, et c'est pour ça qu'il est que quatrième, c'est que j'ai presque été surprise par le film. Alors, ça reste nul, ça reste assez laid. L'idée d'adapter la guerre des mondes, mais enfermé parce que c'est un film Covid qui a mis hyper longtemps à être fait, du coup, parce que c'était il y a 5 ans quand même le Covid. Et du coup, de faire un film Covid où tout le monde est chacun de son côté et où tu vois à peine les choses, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, la guerre des mondes, justement, le truc l'intéressant, c'est de voir cette espèce envahir la Terre et
de voir ces gros monstres te détruire. Après, ça peut être une idée de voir la chose, de juste quelqu'un qui est enfermé, qui voit ça entre guillemets sur son ordi et tout. Ouais, ça marche pas. Ça aurait pu bien être fait, peut-être. Je pense pas, mais ça aurait pu bien être fait, mais c'est pas le cas de là. Surtout quand tu restes enfermé avec Ice Cube, qui a une performance d'acteur, mais incroyable. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un à la fois autant surjoué et sous-joué. Je sais pas comment il fait. Alors évidemment, je dis ça d'un ton sarcastique pour me moquer de lui, mais c'est un vrai truc de je ne sais pas comment c'est possible. Il a un jeu, mais genre à un moment il va se passer un événement choquant pour lui et tout, il va s'énerver et il est en mode oh no, what, no, Jason, je sais pas s'il s'appelle Jason. Il est dans un truc de à la fois il surjoue tellement et en même temps genre il y a pas d'intensité, genre je comprends pas comment c'est possible, je comprends pas comment ça peut se faire, comment il peut jouer comme ça, et surtout comment la réalisatrice, je sais pas si c'est un homme ou une femme, il peut être derrière et dire hey, c'est bien ça Ice, bien joué, bonne prise. Genre, je comprends pas. Les personnages sont inintéressants au possible, c'est vraiment les trucs mais tellement basiques. C'est un mauvais film, voilà. J'ai été surprise quand même car je m'attendais à pire, mais ça reste un mauvais film, il y a rien de bon dedans, mais vraiment, j'ai beau y réfléchir, mais il y a aucun truc que je me souviens où je me suis dit ah ok, ça c'est intéressant, c'est une bonne idée. Même t'as un truc, je viens de me souvenir, t'as un truc où il doit faire le deuil de sa femme et tout. En fait il oublie totalement et est en mode mais ah oui c'est vrai, il y a ça, c'est vrai que ça existe ça, j'avais oublié. C'est tellement inintéressant, c'est tellement mal joué, c'est tellement mal réalisé, c'est nul quoi. Et en parlant de nul, passons à du super nul. 3e, Atoman. Je crois qu'il va falloir que je me libère du secret. L'énergie et la force viennent de toi. Alors, encore une fois, c'est un top subjectif. Parce que si c'était un top objectif, ce film serait top 1. Mais c'est incroyable à quel point ce film fait tout mal. Mais tout, je vous jure que c'est presque miraculeux de aussi mal faire les choses. Les acteurs jouent extrêmement mal, et tous, hein, c'est-à-dire, déjà l'artiste, je comprends pas pourquoi prendre l'artiste. On va me dire Star Talent et tout, mais le Star Talent c'est quelque chose que je trouve saoulant. Si la personne joue bien, ça peut être ok. C'est très rarement le cas, mais voilà. Mais surtout, pourquoi prendre l'artiste? Je veux dire, tout con, c'est un moment pour le générique, t'as Soprano qui fait une musique, et alors, je sais pas si Soprano du coup est marocain parce que c'est l'un des trucs de ce film, c'est le premier super-héros marocain. Du coup, je sais pas si Soprano est marocain, donc peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris. C'est-à-dire que Soprano, je comprendrais pourquoi on le prendrait dans un film. Même pas forcément pour, voilà, Atoman, mais juste pour en faire le personnage principal d'un film, parce que... Pas parce qu'il joue bien, hein, pas du tout, parce que je crois qu'il a déjà fait 2-3 films, mais il joue pas très bien tout. Mais je veux dire, c'est quand même un chanteur assez connu, et ce, depuis 10 voire 20 ans. Genre Soprano, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le milieu de la musique et qui est reconnu et tout. Alors, je fais peut-être erreur parce que je m'intéresse pas particulièrement au monde de la musique et tout, mais pour moi, l'artiste, c'est le mec qui a fait une chanson qui a bien marché il y a 10 ans. Oui, je pense. Chocolat, ouais, ça doit faire 10 ans. Chocolat. Et je crois qu'il a fait peut-être une autre chanson depuis, ou enfin, genre qui a marché et tout, enfin... Je sais pas, mais genre, pour moi, l'artiste, c'est vraiment ce genre d'artiste, justement, qui a fait une chanson qui a marché, et que tout le monde a oublié par la suite. Donc, pourquoi lui? Surtout que c'est clairement pas par rapport à son talent d'acteur, parce que, mon Dieu, ce qu'il joue mal. Je veux dire, à un moment, il va apprendre que ses parents l'ont adopté, et il est là en mode, ah d'accord, tu viens d'apprendre que tes parents sont pas tes parents biologiques, t'as un minimum de réaction. Je veux dire, même moi qui m'en fous de ça, c'est-à-dire que demain, mes parents viennent me dire, bah écoute, t'es adopté, je m'en fous, je veux dire, mes parents, ce sont mes parents parce qu'ils m'ont élevé, et pas parce qu'ils m'ont fait, voilà, je vais pas faire d'image, mais pour moi, ce sont ça mes parents. Je leur en voudrais plus par le fait qu'ils me l'aient pas dit plus tôt, pas par le fait que je sois adopté, ça je m'en fous. Mais j'aurais un minimum de réaction. Là, lui, là, il est en mode, ah d'accord, ouais. Joue, je sais pas, genre, et y a pas que l'artiste qui est nul, t'as tout qui est nul, je veux dire, à un moment...
t'as un plan dans une grotte où tu vas avoir un pluie de lumière et tu vas avoir du coup un lens flare. Du coup, j'ai déjà expliqué sur cette chaîne, mais vous savez, le lens flare, c'est quand on voit des traits de lumière, quand vous êtes en contre-jour ou quoi que ce soit, vous voyez des traits de lumière apparaître sur votre écran et tout ça. C'est parce qu'en fait, vu que l'objectif de la caméra est en face du soleil, la lumière va arriver directement sur l'objectif et va le déformer, ce qui fait ses traits spéciaux et tout. Et là, t'as du coup un lens flare qui est faux. Qui est quelque chose qui est clairement rajouté au montage. Et je peux vous le dire parce que j'utilise DaVinci et si c'est dans la version gratuite, je suis pas sûr, je vous le mets là, mais t'as vraiment cet effet qui existe sur DaVinci. Et genre, ça a la même gueule dans le film, c'est aussi moche que ça. Et surtout, comme j'ai dit, ils sont dans une grotte. Une grotte dans laquelle ils vont par une petite porte. Et après, ils descendent dans la grotte et tout. Et t'as un pluie de lumière. Comment tu peux aussi mal réfléchir ton film à ce point? Genre, c'est miraculeux. Et aussi, autre chose que j'ai remarqué dans ce film, c'est que je crois qu'il n'y a aucun plan sur pied. C'est quasi que des plans à l'épaule. Mais je crois à certains moments, même des plans paysages sont faits à l'épaule. Parce que du coup, pour ceux qui s'y connaissent très en cinéma, c'est du coup tu as un trépied sur lequel tu peux poser ta caméra. Voilà, pour faire des plans stables, voilà, qui bougent pas, des plans fixes. Et tu peux aussi le faire à l'épaule, du coup si tu poses la caméra sur ton épaule et tu vas filmer, voilà. Et donc souvent les caméras épaules, c'est utilisé pour faire plus réaliste, voilà, pour donner cette sensation de fait que tu es dans la scène parce que c'est cette caméra, entre guillemets, c'est toi. Et voilà, pour être plus avec les personnages que cette caméra trépied. Une caméra trépied qui est fixe et qui du coup fait très cadré et donne pas cette impression entre guillemets humaine à la caméra. Là, ça peut être pour rendre réaliste ou quoi que ce soit, mais t'as certains moments, t'as des plans paysages, comme je l'ai dit, du coup c'est des plans pour illustrer, pour nous montrer voilà la beauté du décor et tout ça, et pour le coup, t'as de beaux décors. Je vais revenir après dessus parce que c'est pas forcément très bien filmé, mais t'as de beaux décors. Des plans paysages, je crois que t'en as qui sont faits vraiment à l'épaule. Genre en mode, ah oui, au fait, Frédéric, faut qu'on fasse des plans paysages, vas-y, prends ta cam, filme quelques secondes et... Genre, mais comment c'est possible? Est-ce que... Parce que clairement, c'est un film qui n'a pas été fait avec énormément de budget. Voilà, c'est un film, ils ont peut-être pas forcément eu de temps, mais quand même, là, je veux dire, le trépied, tu peux, sans trop de temps, juste mettre ton trépied, poser la caméra dessus, voilà, stabiliser le truc et tu filmes. Voilà, ça prend maximum, si tu veux vraiment bien faire la chose et tout, 10 minutes. Et je veux dire, et même si tu fais la chose vite fait, ça te prend... même pas une minute, je pense. Donc c'est vraiment le truc que je comprends pas. Et je vais revenir du coup sur les décors que je viens de parler justement. Ils sont plutôt beaux. Et tu sens qu'ils ont voulu donner voilà une dimension impressionnante au décor. Parce qu'il y a énormément de plans drone. Alors déjà le premier plan drone du film qui est sur une centrale électrique. Et tu ne sais pas pourquoi. Alors t'apprends à la fin. Parce que le combat final est dans cette centrale électrique. Parce que c'est là où est le méchant. Et bref. Genre ça n'a pas d'intérêt mais... Je pense que c'est parce que c'est l'un des beaux paysages du Maroc et tout ça, parce que c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est un truc hyper technologique au milieu d'un désert. Ce qui est un paysage plutôt intéressant. Mais du coup, tu vas avoir un plan, notamment en drone au-dessus, qui va filmer en... Je sais plus comment... j'ai oublié le nom. Mais qui va filmer du coup par au-dessus, genre de l'antenne qui est au milieu. Et de voir les longues allées de panneaux solaires et tout ça autour. Et c'est un plan qui peut rendre beau, qui peut rendre impressionnant, mais il n'est pas symétrique. Vraiment, le plan est pas symétrique. Encore une fois, tu sens qu'ils avaient pas le temps et pas le budget, et que du coup, ils ont fait ce plan vite fait, et qu'ils ont fait peut-être 2-3 prises, et qu'ils ont pris celle qui marchait le mieux. Mais sur le plan est pas symétrique. Et c'est pareil à chaque endroit, c'est-à-dire que chaque endroit tu vas arriver vers un gros plan drone et tout ça, impressionnant. Voilà, il y a de beaux paysages, encore une fois, mais... T'as certains endroits, je veux dire, notamment, tu vas avoir un truc, des moines et tout ça, qui apprennent à maîtriser la force du vent. Donc, c'est un endroit où le personnage est censé s'apaiser. Vous voyez, donc, avoir un plan juste paysage, un plan pied, où juste, voilà, tu places un certain endroit pour faire un beau paysage impressionnant et tout, pour calmer ton film, ça peut être bien, en fait. Mais non, parce que, en fait, ça peut prendre du temps de trouver le bon endroit et tout. Bah là, du coup, au moins, là, tu sors ton drone, tu le fais faire quelques tours autour de l'endroit principal, de l'endroit important, et voilà, c'est fini. Mais du coup, bah, artistiquement, t'as rien. Et surtout, l'un des trucs qui m'a beaucoup fait rire dans le film, c'est que tu vas avoir des titres à chaque endroit. À chaque nouveau endroit que t'arrives, t'as le titre de machin chouette. Même des endroits que tu connaissais déjà. Et ça m'a beaucoup fait rire, car je crois que c'est genre juste avant, peut-être genre un film avant,
j'ai rattrapé Mac Walter, un film que je trouvais ok, je vais en reparler dans mes films de l'année du coup, que j'ai pas parlé dans mes tops et dans mes flops. Et Mac Walter, t'as ce truc là, mais clairement pour la blague. C'est-à-dire que Mac Walter, tu vas avoir un truc genre, je sais pas, entrée du château, hall du château, premier escalier du château, second étage du château, enfin, genre, c'est pas ça dans le film, mais c'est, vous voyez ce truc à la con, pour la blague de... Ça reprécise à chaque fois où ils sont pour créer un décalage comique et tout. Mais Atoman, c'est fait premier degré. C'est-à-dire que tu vas changer d'endroit 30 secondes, tu vas avoir resto de machin, truc et... Genre, c'est génialissime. Et puis, genre, même le film, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Je veux dire, le premier moment où il a ses pouvoirs, moi, je croyais que en fait, c'était des pouvoirs qu'il avait déjà et qu'il essayait de cacher. Mais non, après quelques scènes, tu te rends compte que il vient de découvrir qu'il avait ses pouvoirs. Mais c'est tellement mal fait, l'artiste joue tellement mal, qu'en fait, tu t'en rends pas compte, t'es en mode... Il est déjà au courant qu'il a ses pouvoirs. Et surtout que le mec, il s'envole, et personne se rend compte qu'un mec s'est envolé, et tout le monde en dit « Oh, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé ?» Dans une rue, c'est genre, je sais pas, c'est pas un endroit paumé au milieu de la campagne. C'est dans une rue, dans une ville où il y a pas mal de monde et tout. Et tu te dis, mais... Mon Dieu, genre, pourquoi? Et pareil que pour Chien 51, t'as une histoire d'amour où tu te rends compte qu'elle existe au moment où ils sont en date. Genre, t'es en mode, ah ok, il l'invite pour un date, il y a une romance, d'accord. T'as oublié un petit truc, ça s'appelle l'alchimie, ça peut être utile. Genre, c'est vraiment, mais, miraculeux de stupidité. Le combat final, sans déconner, le combat final, il dure 2 minutes. Je crois, même... Pour vous dire, j'étais chez moi et tout, et il y a ma sister, j'allais pas, pourquoi, il y a ma soeur qui est venue m'interrompre, j'ai mis sur pause, voilà, elle m'a parlé et tout, et j'ai regardé, il restait 5 minutes au film, c'était le début du combat final. 5 minutes, générique compris. Et le combat final est tellement ridicule, mais en vrai, c'est vraiment un nanar ce film. C'est pour ça, j'ai mis dans mon flop, mais je l'ai pas mis en premier parce que, en fait, j'ai presque du plaisir à certains moments de... c'est tellement con, genre... Pourquoi? C'est totalement stupide et c'est... Mon Dieu, genre... Pourquoi faire? Et genre t'as des trucs, tu vas avoir à certains moments des personnages, t'es en mode mais pourquoi ils sont là? Enfin, ça n'a aucun sens que ça soit scénaristiquement, d'un point de vue réalisation, ça n'a aucun sens de partout. C'est vraiment presque jouissif à quel point c'est nul. C'est un énorme nanar. Et en soi, je pense que c'est le seul film de la liste que je vous recommanderais parce que sa nullité est presque plaisante. Passons au deuxième de mon top, Jean Valjean. Je suis en forçat. 5 ans pour vol avec effraction. Au travail! 14 pour avoir tenté de s'échapper 4 fois. Le feu vous réchauffera. Vous êtes qui? Un prêtre. Alors faut savoir que j'avais essayé de lire Les Misérables en 5e, 4e peut-être, et que j'avais totalement détesté. J'étais pas du tout rentré dedans. Faudrait peut-être que je réessaye car je dois encore avoir le livre, mais vraiment Les Misérables, j'avais pas du tout accroché. Notamment, l'un des trucs pour lesquels j'avais pas accroché, c'est que je trouvais ça long. Je trouvais que genre ça prenait beaucoup de temps pour pas grand chose. Imaginez un film qui doit adapter peut-être les 3 premiers chapitres des Misérables. C'est au tout début de l'histoire des Misérables, du coup là quand il va chez le prêtre et tout ça, juste après le bagne et tout. Et bah du coup c'est extrêmement chiant, c'est extrêmement ennuyant, artistiquement c'est laid. Alors ils ont essayé, parce que du coup vu que c'est un personnage triste et sombre, de réduire la saturation au maximum, c'est-à-dire que tout est gris, c'est-à-dire que du coup la saturation c'est l'intensité des couleurs, enfin t'as plusieurs paramètres pour régler ça et tout ça, notamment le contraste et tout. La saturation, vous voyez là, t'as une saturation normalement plutôt bien gérée si j'ai pas trop merdé à l'étalonnage. Du coup, si je baisse la saturation, vous voyez, voilà, ça fait gris, c'est une image assez triste et tout. Et vu que c'est un film tellement intelligent qui veut exprimer voilà, la profondeur de ce personnage, pour montrer que le personnage est triste, le monde entier va être triste et mon Dieu que c'est gris parce que c'est un personnage sombre et waouh, t'es tellement intelligent, monsieur le réalisateur. Dans le flop, que vous pouvez aller voir évidemment, j'ai parlé de Frankenstein où à un moment t'as une importance du rouge et que le rouge ressort toujours à l'image. T'as aussi ce travail dans ce film, c'est-à-dire que tu vas avoir certaines choses rouges qui vont ressortir à l'image. Mais bah c'est mal fait quoi, parce que certes, ok, le rouge y ressort, qui est quelque chose de plutôt intéressant, mais le reste de l'image est tellement terne que
vraiment ça fait exagérer et t'as l'impression que celui qui s'occupait d'étalonnage a juste genre loupé le truc et qu'il a baissé la saturation et genre juste ça fait pas fini comme film. Et ou même au-delà de l'étalonnage, c'est que t'as l'impression qu'ils ont filmé en log. Le log, pour expliquer simplement, c'est un paramètre que t'as dans les caméras et tout ça pour entre guillemets rendre les couleurs, la lumière et tout ça le plus moyen possible, entre guillemets le plus neutre possible, pour pouvoir, au moment de l'étalonnage, entre guillemets, gérer tes couleurs. C'est vraiment ce qui est utilisé quand tu ne sais pas vraiment sur le tournage quelle intensité tu veux donner à ton image, quelle couleur tu veux donner particulièrement et tout. Tu filmes en log, comme ça au moment de l'étalonnage, tu peux essayer, ah et si je rends mon image plus froide, ah et si je la rends plus chaude, et si je la rends comme ci, comme ça. C'est notamment moi ce que j'utilise en log parce que j'ai déjà eu des problèmes avec des couleurs trop fortes. C'est quelque chose qui est plutôt bien, le log. Et t'as l'impression que ce film, du coup, c'est filmé en log, mais qu'il n'y a pas eu d'étalonnage derrière, que c'est juste neutre et du coup laid. Et à un moment, t'as une scène où il va se passer des trucs, et à la fin de cette scène, tu te rends compte que, en fait, non, c'était dans la tête du personnage. Parce qu'il fallait nous faire ressentir ce que ressentait le personnage, parce que vous savez, juste filmer notre acteur qui veut faire quelque chose et qui se rend compte de l'atrocité de ce qu'il allait faire, genre, non, c'est pas possible, faut lui montrer tout ce qu'il y a dans sa tête, pour bien qu'on sache ce qu'il a, parce que comprendre la subtilité d'un jeu d'acteur, non, trop compliqué. Globalement, je me suis énormément fait chier, mais pour moi, ce qui a fait passer ce film de film extrêmement chiant, pas intéressant, à flop 2 de l'année, c'est que du coup, ce personnage pour lequel tu es censé avoir de l'empathie parce qu'il a passé des années dans les bagnes, qui l'ont rendu, entre guillemets, monstrueux, qui est quelque chose de voilà d'intéressant, de montrer que, entre guillemets, l'horreur de l'homme est créée par l'homme lui-même, qui est quelque chose de plutôt intéressant et qui critique notamment les bagnes qu'il y a eu, qui est quelque chose de plutôt intéressant en ce moment parce que en plus je crois que c'est à peu près au moment où le film est sorti, un des députés ou je ne sais quoi qui a dit « ça serait bien de rétablir les bagnes ». Bah oui, du coup, super idée, waouh, genius, c'est bien de torturer les gens, magnifique. Et bref, c'est une critique qui peut être intéressante, de montrer que au final c'était quelqu'un de pas méchant, voilà, quelqu'un de gentil et tout, et que les bagnes ont rendu monstrueux. Mais pour moi, t'as une différence entre un personnage qui va être froid avec tout le monde, qui va avoir le regard noir, qui ne veut parler à personne, qui n'a aucune forme de politesse, c'est-à-dire il va pas dire merci, il va pas dire bonjour, il va pas dire s'il vous plaît, il a aucune forme de politesse, et un personnage qui, juste pour faire peur à une fille qui a pas été très sympathique avec lui, certes, mais juste pour faire peur à une fille, va la menacer de la violer. À partir de ce moment-là, je n'avais plus aucune empathie pour Jean Valjean. Je sais pas si c'était dans le livre original des Misérables, même si c'est dans le roman, pourquoi pas supprimer ça? Parce que, à l'époque, peut-être c'était vu comme pas grave et tout ça au moment où Victor Hugo l'a écrit. Aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur les choses, avec la connaissance qu'on a, menacer de viol quelqu'un, c'est pas fou. Voilà, le viol, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et donc, un film qui veut que tu développes une empathie envers un personnage, que ce personnage menace de viol une femme, juste par plaisir, entre guillemets, même pas par plaisir, juste parce que il a envie, parce que c'est comme ça, juste pour faire peur à cette femme, je peux pas m'attacher à lui, en fait. Et à partir de ce moment-là, je déteste ce personnage et j'en ai rien à foutre de ce que vous me racontez. Et donc, passons au premier, Gabi et la maison magique. Cette maison sera le joyau de ma collection de chats. Ajoutez au panier. Oh non, dommage. Je déteste ma sœur. Pour vous faire une petite idée, voilà, de ce que j'ai pensé du film, je vais vous lire ma critique Letterboxd parce que, voilà, faut que je me repose mentalement là à repenser à ce film. Ça fait bien mal. Du coup, je dis dans ma critique Letterboxd, même les Russes n'oseraient pas utiliser cette méthode de torture. Je suis encore traumatisé. Je vous jure, c'est le pire film que j'ai vu. C'est-à-dire que vous voyez les trucs à la Dora de « Allez, aide-moi à trouver mon ami. Est-ce qu'il est derrière l'arbre? Est-ce qu'il est derrière la rivière? Ou est-ce qu'il est sous le pont ?» Genre, vous voyez ces trucs à la con comme ça. Imaginez ça en live action du coup, avec une actrice de peut-être 16 ans qui se comporte comme une enfant de 8, avec une VF absolument abominable, et non pas pendant 10 à 20 minutes, mais pendant 1h30. Je souffre, ok? T'es immonde, c'est-à-dire que vraiment t'as le truc dans le film où c'est « Allez, appuie sur ton oreille droite, appuie sur ton oreille gauche, fais un tour sur toi et... » Ah, à l'aide. C'est absolument atroce. C'est vraiment déjà, bon, je vais pas parler de mise en scène ou quoi que ce soit parce que
Il y en a pas, c'est vraiment, il n'y a pas de lumière, c'est vraiment le truc Disney Channel, encore une fois. En plus, littéralement, je sais pas si c'est Disney, c'est le film adapté d'une série voilà, pour enfants et tout qui existe. Du coup, c'est vraiment, t'as aucune mise en scène, t'as aucune couleur, c'est juste là pour être là. Et à l'aide, c'est vraiment une compilation d'épisodes, encore une fois, de ah, mais faut qu'on aille chercher Chucky, mais il peut être, oh bah tiens, il est là comme par hasard à l'endroit où on allait, oh, c'est de la chance, et ben on va aller le sauver. Oh, mais pour le sauver, il faut chanter une chanson. Chantons tous ensemble. Allez! Du coup, l'histoire quand même principale, c'est Gabi, et du coup, c'est un maison magique, elle a une maison magique où, quand elle fait une danse spéciale et tout, elle peut rétrécir et devenir une poupée et jouer du coup avec ses amis et tout qui vivent dans la maison. Et à un moment donné, elle va perdre cette maison. Et donc, elle va partir à la recherche. Et cette maison, c'est notamment une dame plus âgée qui va la prendre parce qu'elle trouve que c'est beau et parce que c'est une fille qui collectionne et qui prend pas le plaisir de jouer, elle prend aucun plaisir à jouer, juste voilà, elle collectionne les choses. On va se rendre compte qu'en fait avant c'était une fille passionnée et que avec le temps, quand tu grandis, quand tu deviens adulte, tu n'as plus le temps de jouer et c'est dommage parce qu'il faut s'amuser, il faut vivre ensemble. Et c'est un message voilà, qui est pas mauvais, je veux dire, je suis plutôt d'accord, je veux dire, je suis la première à avoir un syndrome de Peter Pan. Je veux dire, mon rêve, c'est à 80 ans de faire un cache-cache avec mes potes. Bon, après, jamais j'atteindrai 80 ans parce que d'ici là, Trump pourra annexer la France et aura interdit les personnes trans. Mais bon, dans le principe, voilà, je suis quelqu'un, je m'en fous. Pour moi, t'as pas de truc de question d'âge ou quoi que ce soit. Pour moi, le plaisir, c'est juste le plaisir. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je joue à des sudoku, un truc de vieux. Et même aujourd'hui, je peux jouer à cache-cache avec ma soeur et je fais pas juste pour faire plaisir à ma soeur, vraiment j'aime ça. Ou avec ma soeur ou même avec mes potes parfois, je veux dire, pour moi les trucs d'âge c'est complètement con, juste t'as un truc qui te fait plaisir, fais-le. Donc je suis pas contre le message, mais c'est tellement mal fait, c'est tellement bateau, c'est tellement niais, puis c'est tellement répété parce que les enfants sont cons comme des murs, donc faut leur répéter le message 96 fois, genre un enfant ça c'est pas réfléchir, bien sûr. Mon dieu, ce que je déteste ce genre de film de... On va prendre les enfants pour des cons et ça va être ok. Putain, genre non, allez vous faire foutre un moment. Et même dans l'idée de trucs complètement stupides, tu vas avoir un moment des scouts qui vont voir du coup la dame voler la maison et qui vont aller du coup chez cette dame et qui vont mettre le bazar chez elle. Ça sert à rien. Ça apporte rien, c'est juste là pour être là parce qu'il faut une péripétie supplémentaire et... Pff, mon dieu, à l'aide. Seule chose intéressante, je dirais, c'est... Voilà, l'animation, du coup, tu vas avoir plusieurs moments, des incrustations de personnages animés dans des lieux réels ou même juste des trucs totalement en animation. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt bien fait. C'est la seule qualité de ce film car mon dieu, mais quelle atrocité, quel non-sens, enfin genre vraiment, c'est affreux. J'ai détesté ce film, c'était atroce, je veux dire. Et voilà, surtout que du coup, vu que c'est un film pour enfants, que je suis allé voir avec ma soeur et tout ça, je l'ai vu en VF. Et encore une fois, je suis pas une très grande fan de la VF, mais là, c'est les VF de films pour enfants, ou du coup ça va être une voix comme ça, allez les amis, faites avec moi, à l'aide, c'était atroce ce film, c'était atroce. Bref, c'était mon flop 10 du coup de l'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous avez le plus détesté dans l'année, à dire ce que vous pensez de mes flops, et on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine, peut-être plutôt dans 2 semaines, parce que j'ai pas mal de choses à faire, voilà. Même là, j'ai peur de ne pas pouvoir sortir à temps ce flop. Je vais faire au mieux pour le sortir à temps. Mais voilà, les rattrapages, sachant que ça va être du coup, logiquement 4 fois plus long, vu que je parle de 4 fois plus de films. Je vais essayer de le sortir au maximum dans 2 semaines. Je promets rien, mais il sortira. Aussi, petite parenthèse sur les vidéos Spielberg. Ça fait 2 semaines que aucune vidéo de Spielberg est sortie. Et en fait, j'ai pas le temps. Parce que quand je suis chez moi, je passe mon temps à monter les vidéos top flop. Parce que je suis pas beaucoup chez moi en ce moment. Donc, j'ai pas le temps en fait de regarder les films de Spielberg, d'écrire la critique et de monter, mais surtout de regarder en fait, parce que à la limite écrire et monter ça prend pas tant de temps que ça, mais et surtout écrire je peux le faire en dehors de chez moi. Regarder du coup Amistad là de 2 heures, j'ai pas le temps et voilà, je promets de reprendre la rétrospective Spielberg le plus vite possible. La rétrospective Pixar continue car c'est des vidéos que j'avais prévues à l'avance. Je m'en excuse, j'essaie de sortir au plus vite. Voilà, mes films de 2025 dont je n'ai pas parlé dans ces tops et ces flops. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Les gars du chat sont dans la place. Ouvrez